87% des personnes que l'on appelle trop gentilles admettent s'être déjà senties épuisées émotionnellement, sans jamais oser en parler. C'est énorme. Et pourtant, personne ne le remarque. Tu vois, il y a des gens qui donnent tout, qui écoutent, qui pardonnent, qui comprennent. Toujours. Mais un jour, ils disparaissent, sans mots, sans explication. Tu les croyais solides, présents, inépuisables, et pourtant ils sont partis. Et tu ne sais toujours pas pourquoi. Ce que tu ignores, c'est que ce départ ne s'est pas joué en un instant. Il s'est préparé en silence, dans l'ombre de chaque sourire forcé, de chaque « ce n'est pas grave » qui cachait une fatigue immense. Une étude de Harvard a montré que les profils empathiques profonds sont 3 fois plus susceptibles de vivre une rupture sociale brutale que ceux qui s'affirment, pas parce qu'ils veulent fuir, mais parce qu'ils ont trop encaissé. Alors, si toi aussi tu t'es déjà demandé pourquoi les plus gentils disparaissent sans prévenir, ou si tu as été cette personne qui s'est effacée en silence, reste avec moi. Tu vas comprendre ce que personne ne t'a jamais expliqué. Et si tu es ou as été dans cette situation, laisse un like. Tu peux aussi partager ton expérience ou simplement écrire dans les commentaires un simple « merci ». Parce que parfois, ce seul mot-là, c'est déjà beaucoup. Freud l'a dit sans détour, ce ne sont pas toujours les plus bruyants qui souffrent le plus. Carl Jung, lui, les appelait les porteurs d'ombres inversées, ces êtres qui brillent extérieurement par leur douceur, mais qui, intérieurement, sont rongés par des blessures profondes. Et les neurosciences modernes confirment ce que la sagesse antique pressentait déjà. La gentillesse extrême, lorsqu'elle devient une stratégie inconsciente d'adaptation, épuise le cerveau émotionnel plus rapidement qu'on ne le pense. Une étude de l'Université de Berkeley publiée en 2020 a révélé que les personnes identifiées comme les plus serviables dans un groupe social sont également celles qui présentent le plus fort taux de cortisol, l'hormone du stress chronique. En d'autres termes, plus une personne est perçue comme douce, compréhensive, à l'écoute, plus elle risque de développer un stress silencieux mais destructeur. Le masque est charmant mais il étouffe, et ce masque justement personne ne le voit tomber, jusqu'au jour où il disparaît. Tu as sans doute déjà vécu ça, un ami toujours présent, une collègue toujours bienveillante, ce membre de la famille qui encaissait tout sans broncher, et puis un jour, plus rien, disparu. Silence radio, aucun mot, aucune explication, comme s'il ou elle n'avait jamais existé. Et toi, tu restes là à te demander « Mais pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait ?» Rien, justement. Et c'est bien ça le problème. Ce que la plupart des gens ignorent, c'est que les gentils ne sont pas simplement gentils. Ils sont adaptatifs. Ils ont grandi dans un environnement où leur survie émotionnelle dépendait de leur capacité à faire plaisir, à calmer les conflits, à absorber les tensions. Ce ne sont pas des anges, ce sont des survivants. Épictète disait que l'homme libre, c'est celui qui ne dépend pas de l'opinion des autres. Mais celui qu'on appelle trop gentil, lui, a appris à exister uniquement à travers ce regard-là. La psychologie moderne parle de people pleaser. C'est souvent lié à des troubles anxieux masqués. Selon une étude de l'American Psychological Association, 68% des personnes identifiées comme très serviables admettent avoir du mal à dire non, même dans des situations où cela nuit clairement à leur santé mentale. Pourquoi? Parce que dire non, pour eux, c'est prendre le risque d'être abandonné. Et c'est précisément cette peur-là qui les consume lentement. Marc Aurèle, dans ses pensées, écrivait « Ce qui te dérange n'est jamais l'autre, mais ta propre réaction à l'autre. » Et chez les gentils, cette réaction est toujours tournée vers l'autoréduction. Plutôt se faire petit que déclencher un inconfort. Plutôt se taire que risquer le rejet. Résultat, à force de se nier eux-mêmes, ils finissent par disparaître, d'abord intérieurement, puis extérieurement. Ce qu'on ne voit pas chez eux, c'est l'effort mental que représente chaque jour. Maintenir une façade, sourire quand on veut pleurer, aider alors qu'on est épuisé, encourager alors qu'on s'effondre. Et dans cette dissonance permanente, le cerveau craque. Les IRM cérébrales montrent que les personnes qui refoulent constamment leurs émotions activent de façon excessive leur amygdale, la zone de la peur, et réduisent la connectivité avec le cortex préfrontal, celui de la décision. C'est pourquoi les gentils n'explosent jamais, ils implosent. Et quand ils partent, ce n'est jamais un choix logique, c'est un mécanisme de survie. Viktor Frankl
neurologue rescapé des camps et fondateur de la logothérapie, disait « Quand l'homme ne peut plus changer la situation, il est appelé à se changer lui-même. » Et c'est exactement ce que font ces personnes. Elles ne partent pas pour fuir les autres. Elles partent pour enfin s'autoriser à exister, en silence, loin du regard des autres, loin du besoin de plaire, loin du rôle qu'on leur a imposé. Mais ce que tu dois comprendre, c'est que cette disparition ne vient jamais de nulle part. Elle est la conséquence d'années à absorber des micro-blessures que personne n'a vues, des petites phrases lancées sans penser, des obligations acceptées sans discuter, des attentes toujours plus grandes, jusqu'au jour où leur système nerveux dit « stop ». Et ce stop-là est définitif. Alors si tu t'es déjà demandé pourquoi les gentils disparaissent sans prévenir, peut-être que la vraie question est « combien de fois ont-ils essayé de rester sans que personne ne le remarque ?» Ce que tu vois comme une disparition soudaine est en réalité la fin un combat intérieur que tu haines à jamais vu. Et ce n'est que le début. Mais avant d'aller plus loin, prends un instant pour écrire en commentaire « Je ne suis pas invisible », like et abonne-toi. Maintenant, on continue. Tu te dis peut-être qu'être gentil, ce n'est jamais un problème. Que ceux qui donnent, qui écoutent, qui pardonnent facilement sont les piliers invisibles de notre monde. Et tu n'as pas tort. Mais ce que peu comprennent, c'est qu'il y a une ligne très fine entre générosité et autodestruction, entre lumière et oubli de soi. Et cette ligne, beaucoup la franchissent sans s'en rendre compte, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Carl Jung disait que tout ce qui ne remonte pas à la conscience revient sous forme de destin. Et c'est exactement ce qui se passe pour ceux qui donnent trop. Ils ne voient pas qu'à force de toujours dire oui, ils se programment inconsciemment à vivre des relations déséquilibrées, à attirer des personnalités plus dominantes, parfois manipulatrices, souvent inconsciemment toxiques. Selon une étude de l'université de Stanford, menée sur plus de 1500 personnes sur 10 ans, les individus ayant un profil fortement altruiste, sans affirmation de soi, développent, dans 72% des cas, des signes d'épuisement émotionnel au bout de 5 à 7 ans. On les croit solides, mais leur réserve intérieure est constamment exploitée, souvent sans gratitude. Ils sont les premiers à se porter volontaires, les derniers à être remerciés. Le philosophe stoïcien Sénèque l'exprimait parfaitement. Celui qui donne sans mesure se fait esclave de ceux qui l'aident. Car à force de donner, tu deviens un fournisseur. Pas un être humain, pas un ami, pas un partenaire, un fournisseur de soutien, d'écoute, de réconfort, et tu ne peux pas réclamer en retour parce que ce n'est pas dans ton rôle. Alors tu continues. Tu crois faire le bien. Et tu t'oublies. La neurobiologie le montre très clairement. Chaque acte de générosité active le circuit dopaminergique du cerveau. On se sent utile, validé. Mais lorsque ces actes sont répétés sans retour émotionnel ou reconnaissance, c'est un autre circuit qui prend le relais, celui du stress chronique. Le cortex préfrontal ralentit, l'hippocampe se dégrade, et l'amygdale, encore elle, devient suractive. Résultat, anxiété latente, fatigue chronique, difficulté à poser des limites. Tout ça à cause d'un excès de gentillesse. Tu vois, le problème n'est pas de donner. Le problème, c'est de croire que ton amour n'a pas besoin d'équilibre, que ton énergie est illimitée. Et surtout que les autres comprendront d'eux-mêmes quand tu es à bout. Ils ne le feront pas. Pas parce qu'ils sont mauvais, mais parce qu'ils sont habitués à ce que tu sois toujours là, présent, stable, disponible. Freud a observé chez ses patients les plus effacés une tendance troublante, celle de reproduire les mêmes schémas relationnels encore et encore. Être celui ou celle qu'on sollicite mais qu'on n'écoute jamais. Être indispensable mais invisible. Et petit à petit, ces personnes se renferment. Elles deviennent cyniques. Elles ne croient plus en la réciprocité. Alors elles s'éteignent, lentement. C'est souvent à ce moment-là que surgit le comportement qu'on ne comprend pas. Une distance soudaine. Un silence. Une crise qu'on ne voit pas venir. Et nous, de l'extérieur, on se demande ce qui s'est passé. Mais ce qui s'est passé, c'est que cette personne a donné au-delà de ses limites. Elle n'a pas explosé, elle s'est vidée. Goutte après goutte, comme un puits qui semblait sans fond, mais qui était en fait profondément sec. Et souvent, ce gentil ne demande pas d'aide. Il ne parle pas de ce qu'il ressent. Il pense que ce serait un fardeau. Ou alors il croit que personne ne comprendrait. Alors il se replie. Il devient dur ou distant. Parfois, il coupe le lien,
pas pour punir, mais pour survivre, pour se reconstruire loin du regard des autres, parce que rester aurait signifié s'effondrer. Marc Aurèle écrivait « Ce qui est bon pour l'abeille l'est aussi pour la ruche ». Mais l'abeille ne peut pas continuer à nourrir la ruche si elle ne prend jamais soin de ses propres ailes. Ce que les gentils oublient trop souvent, c'est qu'ils ont eux aussi besoin de recevoir, d'être entourés, d'être entendus et non simplement utiles. Et si ce besoin n'est jamais comblé, ils finissent par fuir, par disparaître, par se protéger. Alors si tu t'es déjà demandé pourquoi une personne si généreuse, si douce, a pu soudainement couper le lien, la réponse est peut-être là. Elle n'a pas arrêté d'aimer. Elle a arrêté de se sacrifier, et ce choix, aussi brutal qu'il puisse paraître, est peut-être le tout premier acte d'amour véritable qu'elle s'accorde à elle-même. Il ne crie pas, il ne claque pas la porte, il ne laisse même pas de mots blessants. Il s'efface, lentement, sans explication. Et c'est précisément ce silence qui dérange le plus. Ce départ sans bruit, sans avertissement, sans scène. Comme si leur absence était plus douloureuse que toutes les disputes qu'on aurait pu avoir. Et tu te demandes, pourquoi n'ont-ils rien dit? Pourquoi ne m'ont-ils pas prévenu qu'ils étaient à bout, qu'ils allaient partir? Mais ce que tu ignores, c'est que leur silence est le fruit d'années d'efforts, à ne surtout pas déranger. Carl Jung disait que les gens deviennent névrosés quand ils refusent d'écouter la voix intérieure qui crie à l'injustice. Et les gentils, ces personnes qui semblent toujours douces et accommodantes, sont précisément ceux qui n'osent pas faire de bruit, même quand tout s'écroule à l'intérieur, parce qu'ils ont été programmés pour éviter le conflit, pas par faiblesse, mais par survie. Une étude publiée dans le Journal of Social and Clinical Psychology démontre que les personnes présentant une haute sensibilité émotionnelle, une caractéristique qu'on retrouve souvent chez ceux qu'on qualifie de trop gentils, sont biologiquement plus sensibles aux stimuli négatifs, disputes, reproches, hausses de ton. Pour eux, parler de ce qui ne va pas n'est pas libérateur. C'est terrifiant. Et puis il y a la honte, la peur d'être perçu comme trop émotif, trop sensible, pas assez solide. Dans notre culture, on valorise la force, l'affirmation, l'indépendance émotionnelle. Alors ces personnes apprennent à taire ce qui les dérange. Elles s'effacent dans la politesse. Elles utilisent l'humour pour détourner, la gentillesse pour désamorcer, la distance pour se protéger. Mais jamais elles ne confrontent. Parce que confronter, c'est s'exposer. Et s'exposer, c'est risquer d'être incompris, rejeté, abandonné. Freud avait observé que les personnes qui n'ont pas reçu une validation émotionnelle dans leur enfance développent souvent un mode de fonctionnement basé sur l'évitement. Ils préfèrent disparaître que demander, se taire plutôt que se plaindre. Et cette stratégie, bien que dysfonctionnelle, devient leur seule façon de préserver un semblant d'équilibre intérieur. Tu penses qu'ils auraient pu parler, qu'ils auraient dû dire ce qui n'allait pas. Mais ce que tu ne sais pas, c'est qu'ils ont souvent essayé, pas de manière directe, non, mais dans leur silence prolongé, dans leurs réponses courtes, dans leur sourire qui masquent une fatigue immense, dans leur « ce n'est pas grave » qui veulent dire « je suis en train de me perdre ». Ce sont des appels à l'aide codée, et si personne ne les déchiffre, ils en concluent que personne ne peut comprendre. Marc Aurèle écrivait « Ce n'est pas la mort qu'un homme doit craindre, mais de ne jamais commencer à vivre. » Et parfois, pour les gentils, vivre commence là où ils coupent enfin les chaînes de leur rôle, là où ils acceptent de décevoir pour survivre, là où ils arrêtent d'expliquer ce qu'on ne voulait jamais vraiment entendre. Ils partent sans prévenir, parce que prévenir signifierait encore s'expliquer, se justifier, trouver des mots pour décrire une douleur qu'ils n'ont jamais appris à formuler. Et surtout, ils n'ont plus l'énergie pour ça. Parce que prévenir, c'est espérer que l'autre réagisse, écoute, change. Mais après des années d'invisibilité, ils n'y croient plus. Alors ils disparaissent. Non pas par vengeance, mais par saturation. C'est leur dernier mécanisme de défense. Selon la théorie de l'attachement développée par Bowlby, les individus ayant un attachement anxieux évitable ont appris très tôt à se détacher émotionnellement plutôt que de faire confiance à l'écoute de l'autre. Ce sont ceux qui te disent que tout va bien alors qu'ils saignent. Ceux qui sourient en disant « je te comprends », alors qu'ils ont juste envie qu'on les comprenne eux aussi. Ils ne préviennent pas, parce qu'ils ont appris que personne ne reste quand ils osent dire ce qu'ils ressentent vraiment. Et quand ils partent, ce n'est jamais pour voir si tu vas courir après eux.
Ils ne veulent pas tester ton amour. Ils veulent juste respirer, revenir à eux, exister sans avoir à jouer un rôle. Et parfois, ils ne reviendront jamais, parce qu'ils auront compris que pour guérir, ils doivent reconstruire leur identité ailleurs, loin de là où ils ont dû toujours faire semblant. Alors si un jour quelqu'un disparaît de ta vie sans explication, pose-toi cette question simple mais puissante. Combien de fois cette personne a-t-elle avalé ses mots pour ne pas te déranger? Combien de fois s'est-elle tue pour te protéger de sa douleur? Et combien de fois as-tu interprété son silence comme de la paix, alors qu'il n'était que fatigue? La vérité, c'est qu'ils ne préviennent jamais, parce qu'ils ont prévenu 1000 fois, mais pas avec des mots, avec des silences. Ils ne crient pas, ils ne claquent pas la porte, ils ne laissent même pas de mots blessants. Ils s'effacent, lentement, sans explication. Et c'est précisément ce silence qui dérange le plus. Ce départ sans bruit, sans avertissement, sans scène. Comme si leur absence était plus douloureuse que toutes les disputes qu'on aurait pu avoir. Et tu te demandes, pourquoi n'ont-ils rien dit? Pourquoi ne m'ont-ils pas prévenu qu'ils étaient à bout, qu'ils allaient partir? Mais ce que tu ignores, c'est que leur silence est le fruit d'années d'efforts, à ne surtout pas déranger. Carl Jung disait que les gens deviennent névrosés quand ils refusent d'écouter la voix intérieure qui crie à l'injustice. Et les gentils, ces personnes qui semblent toujours douces et accommodantes, sont précisément ceux qui n'osent pas faire de bruit, même quand tout s'écroule à l'intérieur, parce qu'ils ont été programmés pour éviter le conflit. Pas par faiblesse, mais par survie. Une étude publiée dans le Journal of Social and Clinical Psychology démontre que les personnes présentant une haute sensibilité émotionnelle, une caractéristique qu'on retrouve souvent chez ceux qu'on qualifie de trop gentils, sont biologiquement plus sensibles aux stimuli négatifs, disputes, reproches, hausses de ton. Pour eux, parler de ce qui ne va pas n'est pas libérateur. C'est terrifiant. Et puis il y a la honte, la peur d'être perçu comme trop émotif, trop sensible, pas assez solide. Dans notre culture, on valorise la force, l'affirmation, l'indépendance émotionnelle. Alors ces personnes apprennent à taire ce qui les dérange. Elles s'effacent dans la politesse. Elles utilisent l'humour pour détourner, la gentillesse pour désamorcer, la distance pour se protéger. Mais jamais elles ne confrontent. Parce que confronter, c'est s'exposer. Et s'exposer, c'est risquer d'être incompris, rejeté, abandonné. Freud avait observé que les personnes qui n'ont pas reçu une validation émotionnelle dans leur enfance développent souvent un mode de fonctionnement basé sur l'évitement. Ils préfèrent disparaître que demander, se taire plutôt que se plaindre. Et cette stratégie, bien que dysfonctionnelle, devient leur seule façon de préserver un semblant d'équilibre intérieur. Tu penses qu'ils auraient pu parler, qu'ils auraient dû dire ce qui n'allait pas. Mais ce que tu ne sais pas, c'est qu'ils ont souvent essayé, pas de manière directe, non, mais dans leur silence prolongé, dans leurs réponses courtes, dans leur sourire qui masquent une fatigue immense, dans leur « ce n'est pas grave » qui veulent dire « je suis en train de me perdre ». Ce sont des appels à l'aide codés, et si personne ne les déchiffre, ils en concluent que personne ne peut comprendre. Marc Aurèle écrivait « Ce n'est pas la mort qu'un homme doit craindre, mais de ne jamais commencer à vivre. » Et parfois, pour les gentils, vivre commence là où ils coupent enfin les chaînes de leur rôle, là où ils acceptent de décevoir pour survivre, là où ils arrêtent d'expliquer ce qu'on ne voulait jamais vraiment entendre. Ils partent sans prévenir, parce que prévenir signifierait encore s'expliquer, se justifier, trouver des mots pour décrire une douleur qu'ils n'ont jamais appris à formuler. Et surtout, ils n'ont plus l'énergie pour ça. Parce que prévenir, c'est espérer que l'autre réagisse, écoute, change. Mais après des années d'invisibilité, ils n'y croient plus. Alors ils disparaissent. Non pas par vengeance, mais par saturation. C'est leur dernier mécanisme de défense. Selon la théorie de l'attachement développée par Bowlby, les individus ayant un attachement anxieux évitable ont appris très tôt à se détacher émotionnellement plutôt que de faire confiance à l'écoute de l'autre. Ce sont ceux qui te disent que tout va bien alors qu'ils saignent. Ceux qui sourient en disant « je te comprends », alors qu'ils ont juste envie qu'on les comprenne eux aussi. Ils ne préviennent pas, parce qu'ils ont appris que personne ne reste quand ils osent dire ce qu'ils ressentent vraiment. Et quand ils partent, ce n'est jamais pour voir si tu vas courir après eux. Ils ne veulent pas tester ton amour. Ils veulent juste respirer, revenir à eux, exister sans avoir à jouer un rôle. Et parfois, ils ne reviendront jamais,
parce qu'ils auront compris que pour guérir, ils doivent reconstruire leur identité ailleurs, loin de là où ils ont dû toujours faire semblant. Alors si un jour quelqu'un disparaît de ta vie sans explication, pose-toi cette question simple mais puissante. Combien de fois cette personne a-t-elle avalé ses mots pour ne pas te déranger? Combien de fois s'est-elle tue pour te protéger de sa douleur? Et combien de fois as-tu interprété son silence comme de la paix, alors qu'il n'était que fatigue? La vérité, c'est qu'ils ne préviennent jamais, parce qu'ils ont prévenu 1000 fois, mais pas avec des mots, avec des silences. C'est un jour comme les autres. Un mardi, un jeudi, peu importe, tu envoies un message, comme d'habitude. Tu t'attends à une réponse, même brève, même décalée, et puis, rien. Pas ce jour-là, pas les suivants. Plus de réponses, plus de signes. Le silence devient matière, le vide devient réel. Et tu ne comprends pas. Tu t'étais habitué à cette présence discrète. Tu croyais que cette personne serait toujours là, parce qu'elle l'a toujours été, jusqu'à ce moment précis. Ce moment où tout a basculé. Mais en vérité, ce moment ne s'est pas créé en un jour. Il est le fruit d'une accumulation, une usure lente, invisible, et puis un détail, une phrase, une absence, une indifférence. Et l'équilibre intérieur, déjà fragile, se brise. Viktor Frankl, neurologue, écrivain et survivant de l'indicible, écrivait « Quand tu ne peux plus changer les circonstances, tu es obligé de te changer toi-même. » C'est exactement ce que font ces personnes. À un instant précis, elles réalisent qu'elles ne survivront pas une fois de plus à ce qu'elles viennent d'encaisser. Alors elles ferment tout, définitivement. Le cerveau humain a un seuil de rupture, pas seulement physique mais émotionnel. La psychologue américaine Dr. Elaine Aron, spécialiste de la haute sensibilité, décrit ce point comme un effondrement silencieux. L'apparence reste intacte, mais intérieurement le cerveau active ce qu'on appelle une dissociation, comme un mode hors ligne. Il ne s'agit plus de vivre, mais de s'échapper. Et cet échapper, dans la plupart des cas, se traduit par un retrait social radical. Non pas parce qu'ils veulent fuir le monde, mais parce qu'ils ne supportent plus d'y rester sous leur forme actuelle. Ce qui est terrifiant, c'est que ce basculement est imperceptible pour l'extérieur. La veille encore, la personne riait avec toi, te demandait des nouvelles, et tu n'as rien vu venir, parce que les gentils savent trop bien faire semblant, parce qu'ils ont toujours souri même au bord de l'effondrement, parce qu'ils ont trop souvent été ceux qui rassurent, même quand ils sont eux-mêmes noyés. Marc Aurèle, stoïcien jusqu'au bout des os, écrivait « Ce qui compte, ce n'est pas ce que tu dis, mais ce que tu fais quand personne ne regarde. » Et dans ces instants de bascule, ces êtres trop silencieux prennent une décision que personne ne verra jamais. Ils décident de se retirer, de se sauver. Ce n'est pas une fuite, c'est une reconstruction. Une étude menée à Harvard en 2022 sur la fatigue empathique a démontré que 60% des personnes hautement empathiques souffraient, au fil du temps, de ce qu'on appelle une déconnexion protectrice. Leur système nerveux, trop sollicité, se met à déconnecter des émotions trop intenses. Résultat, retrait, isolement, coupure de lien. Le mécanisme n'est pas mental, il est neurologique. Et dans ce mécanisme, il n'y a pas de vengeance, pas de stratégie, juste une forme de survie brute. Souvent, ce moment de bascule arrive sans fracas. Il ne ressemble pas à un cri. Il ressemble à un silence qui fait mal. Et ce silence, c'est leur ultime vérité. Tu ne verras pas leurs larmes. Tu ne connaîtras pas leur monologue intérieur. Tu ne sauras jamais exactement ce qui a déclenché le départ. Parce que ce n'est pas un événement. C'est une somme d'événements. Une succession de mini-déchirements invisibles. Et un jour, le cœur dit stop. Littéralement. La chercheuse en neurobiologie sociale, Dr. Lisa Feldman Barrett, explique que les émotions réprimées modifient la structure même du cerveau. L'hippocampe, centre de la mémoire émotionnelle, se fragilise. Les connexions neuronales liées à l'anticipation positive s'éteignent et la personne commence à ne plus espérer. Ce jour-là, ce n'est pas qu'elle te quitte, c'est qu'elle quitte tout ce qui l'a épuisée. Elle quitte l'idée même qu'on pourrait encore l'écouter, la comprendre ou la voir. Dans le stoïcisme, il y a un concept puissant, la limite sacrée. C'est ce point que Sénèque appelait le non négociable, ce moment intérieur où l'âme dit « je ne peux plus ». Et quand ce seuil est atteint, il n'y a pas de retour,
parce que rester serait une forme de trahison envers soi-même, et ces personnes qui ont trop donné, trop encaissé, trop attendu, elles se rendent enfin compte qu'elles n'ont plus de place dans le monde tel qu'il est. Alors elles s'en vont, non pas pour disparaître, mais pour enfin exister ailleurs. Et toi, de l'extérieur, tu ne verras jamais cette guerre, tu ne verras pas le jour exact où leur regard a changé, où leur cœur s'est fermé, tu ne sauras jamais la dernière phrase qui les a blessés, ni la dernière promesse qu'ils ont décidé de ne plus attendre. Tu ne sauras rien parce qu'ils ont décidé de ne plus te le dire, de ne plus le dire à personne. Mais tu sentiras leur absence. Elles ne crient pas, elles pèsent. Alors maintenant, tu sais pourquoi les plus gentils s'effacent. Tu sais que ce n'est ni une faiblesse, ni une lâcheté. Tu sais que c'est souvent un acte désespéré de survie. Mais maintenant, la vraie question se pose. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Comment comprendre ces départs silencieux, les prévenir parfois, ou apprendre à les accepter, à les transformer? Car on ne peut pas se permettre de répéter les mêmes schémas. Pas si on veut guérir, pas si on veut aimer autrement. Commençons par ce qu'on ne t'a jamais appris. Les gentils ne sont pas des êtres faibles, ce sont des personnes qui ont été fortes trop longtemps, et cette force-là, elle s'épuise quand elle n'est pas nourrie. La psychologue Brené Brown, spécialiste des émotions humaines, a démontré que la vulnérabilité assumée est l'une des seules manières de prévenir l'effondrement émotionnel. Mais les personnes trop gentilles ont souvent honte de cette vulnérabilité. Elles la cachent, parce qu'elles ont appris à donner sans recevoir, et un être qui donne sans jamais recevoir finit par s'effondrer de l'intérieur. Pour prévenir cette disparition, il faut d'abord écouter différemment. Écouter non pas les mots, mais les silences, les absences, les retards, les regards fuyants, toutes ces micro-alertes qui ne sont pas des caprices, mais des SOS déguisés. Et si tu es l'un de ces gentils, tu dois apprendre à te reconnaître en priorité. Tu dois te reconstruire une colonne vertébrale intérieure. Pas contre les autres, mais pour toi. Le stoïcisme peut être une boussole puissante. Sénèque disait « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. » Oser poser des limites, oser dire non, oser partir avant de s'effondrer. Ce sont des actes de santé mentale, pas d'égoïsme, des actes d'alignement, pas de rejet. Tu ne dois plus attendre qu'on te donne la permission de t'écouter. Mais attention, il ne s'agit pas de devenir l'inverse de ce que tu es. Il ne s'agit pas de devenir froid ou distant. Il s'agit d'apprendre à doser. Les neurosciences parlent de régulation émotionnelle active. C'est l'art de reconnaître ce que l'on ressent avant que cela ne nous submerge. Tu as le droit d'aimer profondément, mais tu as aussi le droit de dire « Je suis fatigué, j'ai besoin de moi ». Ces mots-là, simples, peuvent changer une vie. Et si tu es celui ou celle qui a perdu un gentil, que faire? D'abord, cesse de te flageller. Il ne s'agit pas de culpabiliser, mais de comprendre. Ensuite, pose-toi cette question. Est-ce que j'ai vraiment vu cette personne? Est-ce que je l'ai écoutée sans attendre quelque chose en retour? Est-ce que j'ai pris soin de ce lien ou est-ce que je l'ai tenu pour acquis? Car parfois, rien que d'admettre cela, ça ouvre la porte à une forme de guérison, même s'il est trop tard pour revenir en arrière. Carl Jung disait « Ce que tu nies te soumet, ce que tu acceptes te transforme ». Alors accepte cette vérité. Certaines personnes ont disparu non pas parce qu'elles ne t'aimaient plus, mais parce qu'elles ne se retrouvaient plus dans le rôle qu'elles jouaient auprès de toi. Et ça, c'est une fracture qu'on ne voit pas, mais qui fait mal des deux côtés. Tu peux réparer, pas toujours le lien, mais ta manière d'être en relation. Tu peux devenir plus attentif, plus à l'écoute. Tu peux apprendre à dire « Tu as le droit d'être fatigué. Tu n'as pas à être toujours fort pour moi. » Ce genre de phrases, même prononcées tard, peuvent empêcher d'autres effondrements. Tu ne sauveras pas tout le monde, mais tu peux apprendre à ne plus être sourd. Et si c'est toi qui t'es effacé, rappelle-toi ceci. Ta disparition n'était pas un abandon. C'était un appel à renaître, un passage. Et maintenant que tu as compris ça, tu peux revenir, pas vers les autres, vers toi-même. Tu peux reconstruire ta force, mais cette fois, en paix. Tu peux être bon et poser des limites. Tu peux aimer et dire non. Tu peux être présent, sans t'oublier. Marc Aurèle écrivait « Que la force me soit donnée de supporter ce qui ne peut être changé, le courage de changer ce qui peut l'être, et la sagesse d'en faire la différence. » Voilà.
C'est exactement là que commence ta nouvelle route. Tu n'as pas à disparaître pour exister, tu as à te choisir pour mieux revenir.